elle est née d'un constat tout simple, c'est comment est-ce qu'on peut préserver la gratuité de l'accès au contenu sur Internet, sachant qu'il y a de nombreuses questions qui se posent sur la monétisation des contenus en tant que tels. Nous à l'époque, avec nous sommes 3 cofondateurs de TIDS, donc Loïc Jaurès, Olivier Reynaud et moi-même. Avec Loïc Jaurès, on avait développé une plateforme de téléchargement de photos de soirée. Donc les personnes pouvaient venir chercher leurs photos gratuitement. Et on n'arrivait pas, si vous voulez, à les monétiser. C'est-à-dire que les gens ne voulaient pas les acheter. Et c'était problématique pour nous parce que du coup, on n'arrivait pas à faire vivre le concept. Et les bannières publicitaires classiques, si vous voulez, ne rapportaient pas assez d'argent. Et Olivier, de son côté, avait monté une plateforme de téléchargement de musique, pareil, mais il avait un principe novateur, c'était vous pouvez télécharger votre musique gratuitement après avoir visualisé une publicité vidéo. Donc avec Loïc, on s'était dit, c'est simple, on va essayer de faire pareil. Et après, on va essayer de rendre disponible gratuitement. Et pour tout un tas de raisons, l'activité historique musicale s'est arrêtée. Et on s'est dit, on arrête le développement de contenu, de sites web, etc. Parce qu'il y a des problématiques de faire venir beaucoup d'audience. Pour vivre de la publicité, il faut amener beaucoup d'audience, il faut savoir également fidéliser l'audience. On croit éperdument au fait que la publicité vidéo peut permettre de monétiser des contenus de type texte, photo, etc. Donc on va aller proposer notre technologie aux plus grands médias. Voilà. Et donc on arrête toute cette activité d'édition de site web et on la présente et on va donner notre technologie aux grands médias. Et c'est ainsi que est né TIDS. Voilà. Ça c'est la genèse de l'histoire. C'est assez étonnant parce qu'il y a beaucoup de simplicité derrière tout ça, mais il s'avère qu'on est les créateurs d'un concept qu'on appelle les formats dits outstream. Donc je m'explique. Tout le monde connaît les formats instream, c'est ce que vous voyez sur YouTube, Dailymotion, etc. Si vous voulez accéder à un contenu vidéo et on vous soumet une pub vidéo au préalable. Ça c'est ce qu'on appelle in-stream. Stream en anglais ça veut dire le flux, donc c'est une publicité intégrée dans le flux. Nous on s'est dit mais pourquoi forcément associer une publicité vidéo à un contenu vidéo? Quand vous êtes Le Monde, Midi Libre, Le Figaro, etc., le cœur de métier c'est de produire des articles, c'est pas forcément de devenir producteur de vidéos pour pouvoir bénéficier de la manne publicitaire vidéo. Donc on s'est dit, mais trouvons un moyen de monétiser des articles de presse. Et ainsi, ces sites web pourront bénéficier de publicité vidéo. Et c'est comme ça qu'on a créé le format InRead, qui est notre format publicitaire star, qui est inséré entre 2 paragraphes d'un article et qui ne se lit que quand il est visible à l'écran. Donc c'est un concept qu'on a inventé, qu'on a réussi à déployer de manière extrêmement rapide, non seulement sur tout le marché français, mais tout le marché international. Parce que quand on s'est rendu compte qu'en France, il y avait un accueil extrêmement positif de toutes les marques médias, on s'est dit on va regarder un peu ce qui se passe à l'étranger. Et à l'étranger, on a bien vu qu'il n'y avait absolument rien qui avait été fait. Donc on s'est dépêché de se déployer très vite à l'étranger. Voir vraiment comme un complément plutôt qu'une finalité en soi. C'est pas ça qui va sauver la presse, mais pas loin, dans le sens où selon moi, il y a 2 manières de voir, mais
vous avez d'un côté les contenus rédactionnels extrêmement qualitatifs, faits par un professionnel, des articles de fond qui traitent le fond, etc. Je pense qu'il y a toute une partie de la population qui est prête à payer pour ça. Parce que c'est un contenu qu'elle ne va pas retrouver ailleurs. Donc l'exclusivité, les articles de fond, c'est une valeur, une valeur aux yeux des internautes qui fait qu'ils sont largement prêts à payer pour ça. Après, vous avez toute une autre catégorie de contenu qu'on peut juger plus mainstream, on va dire, qui sont des revues de dépêche AFP, etc. Où là, évidemment, étant donné que c'est du mainstream, qu'on appelle en anglais, il suffit de cliquer 3 fois pour retomber sur exactement le même article ailleurs. Donc là, bien évidemment, si l'internaute voit qu'on essaie de lui faire payer un contenu équivalent à ce qu'il peut retrouver gratuitement ailleurs, là, ça va devenir compliqué. Et c'est là où la publicité joue un rôle primordial. C'est que cet accès au contenu gratuit doit le rester. Il y a beaucoup de coûts derrière pour produire ces contenus, même si n'y a pas un travail de fond extraordinaire, il y a quand même des coûts, et c'est là où la publicité joue un rôle absolument indispensable. Donc moi je suis convaincu que ce qui va sauver la presse, c'est un modèle freemium, donc, qui mixe à la fois du payant et du gratuit. Ah ben là déjà, effectivement, 180 recrutements, dont une bonne cinquantaine dédiés à l'innovation et basés à Montpellier. On ouvre des nouveaux pays, type Japon, type Brésil, Russie, parce que notre concept tend à nous faire penser qu'on a une belle carte à jouer dans ces pays-là. Et d'un point de vue produit, on va accentuer les efforts qu'on met sur le mobile et sur toute la publicité dite programmatique, à savoir la publicité dont la vente est automatisée entre l'acheteur et le vendeur. Au plus on peut envoyer de bonnes ondes au marché, au plus on pense que ça va être bénéfique pour tout l'écosystème, de toute façon. On ne peut pas être dans une morosité ambiante. Je pense qu'il y a effectivement il y a quand même toute une bulle d'oxygène qui est en train de se créer à Montpellier sur les métiers liés au digital, au numérique, etc. Il faut que ça devienne progressivement une vraie locomotive et qu'on pousse la locomotive à tirer tout le monde. Après, il n'y a pas de recette miracle non plus par rapport aux autres secteurs, effectivement, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on casse la dynamique, bien au contraire. On a essayé d'aider autant que possible Montpellier à devenir labellisé. Voilà, donc on a essayé avec tous les acteurs de participer à cet élan. Moi je trouve que c'est un concept absolument formidable pour mettre en lumière tout le boulot qui est fait au quotidien. Parce que dans le fond, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Le BIC était déjà là, les mécanismes de financement étaient là, etc. Mais ce dont on avait besoin, c'était d'une communication. Et pour moi, c'était un formidable outil de communication.
On a besoin de cohésion, on a besoin de montrer qu'on fait bloc. Euh, Encore une fois, ça ne révolutionne rien dans le fond, mais alors par contre la forme est juste parfaite. Oui, oui, complètement. Complètement. Quand vous voyez ce qui se passe au CES, donc le gros salon à Las Vegas, que vous voyez que les Français représentent une part extrêmement importante de toute la communauté qui était représentée là-bas. Donc c'était entre un tiers ou 50 et 50%. C'était un chiffre absolument incroyable. Que vous voyez que les ministres se déplacent, que vous voyez que la presse US est unanime par rapport à toutes les sociétés françaises qui y sont allées. Oui, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je pense que tous les pouvoirs publics, etc., ont pris conscience de l'importance du numérique. Il y a beaucoup, beaucoup de sociétés qui en France, ont pu se créer grâce à l'appui des différents modèles de financement qui sont mis à leur disposition, aux accompagnements. Et cette stratégie-là, qui date depuis des années, hein, de toute façon, c'est pas depuis 2 ans que ça a changé, hein, c'est un travail de fond, en train de montrer, de porter ses fruits, vraiment, vraiment. Et on est le seul pays en Europe à sortir autant du lot que ça, et même dans le monde, je trouve qu'on fait pas du tout pas le figure. Donc d'un point de vue start-up, c'est juste parfait. Maintenant, tout l'enjeu, c'est de savoir comment est-ce qu'on construit des leaders mondiaux. Comment est-ce qu'on tient la dragée haute par rapport à des acteurs US qui bénéficient de sources de financement conséquentes. Et là, il y a quand même eu des initiatives très fortes de la part de la BPI, de la part de Partech également aussi, qui ouvertement disent que maintenant ils veulent construire des leaders mondiaux et plus simplement des leaders européens. Et plutôt que de se faire racheter par un Américain, maintenant on va peut-être essayer de faire un peu l'inverse, quoi. Et commencer par racheter des Américains et devenir le leader mondial qu'on mérite d'être.